Bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième et dernier webinaire de notre série lancée pendant le confinement, intitulé Donner du sens et de l'énergie à notre engagement professionnel. Merci de votre présence, de votre fidélité et de votre confiance. C'est à nouveau un plaisir pour Jérôme et moi, tous deux du cabinet ADO Conseil, d'animer cette rencontre. Je vous le confirme, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier de cette série des 4 webinaires. Alors, je vous le rappelle, mais vraiment en synthèse, parce que vous avez été nombreux à nous suivre et nous l'avons rappelé à plusieurs reprises. Le premier webinaire s'appelait « Programmer et cultiver notre bonne humeur ». Globalement, retenons que notre bonheur ou notre bonne humeur ou notre bien-être peut-être est d'abord une question de décision personnelle. Le deuxième webinaire s'intitulait « Faire alliance avec notre cerveau ». En fait, nous avons réalisé que nos pensées sont le fruit de notre histoire. Celles-ci apparaissent spontanément. Il nous est possible de les transformer, ces pensées, en posant un regard critique. Voilà, puis le troisième webinaire, mieux nous aligner à nous-mêmes pour améliorer notre bien-être. Poser le fait qu'il valait mieux miser sur nos qualités plutôt que sur nos faiblesses pour stimuler notre vie. Alors aujourd'hui, l'intitulé c'est Goûter le meilleur de la relation à l'autre. C'est donc le dernier épisode de cette série que nous avions intitulé Donner du sens et de l'énergie à notre engagement professionnel. Comme d'habitude, nous avons bien sûr conscience que ce format n'aura pu qu'effleurer certaines approches, notamment méthodologiques. Mais bien sûr, nous nous tenons à votre disposition pour aller plus loin, explorer encore davantage ces sujets dans les jours à venir, les semaines à venir, et peut-être avec la chance de vous voir de visu. Alors, posons-nous la question de pourquoi ce webinaire. D'abord parce que la relation constitue l'homme au sens ontologique du terme, c'est-à-dire qu'elle nous renvoie à notre être, cette relation. Ensuite, car la relation est par nature complexe. Elle peut être la source la plus énergisante qu'il soit, on l'avait vu à plusieurs reprises, notamment dans le deuxième webinaire, mais comme le lieu de nos limites et parfois même de notre violence. Enfin, car elle est le socle qui constitue le projet, la mission, l'entreprise, et qu'elle est souvent mise à mal quand elle dysfonctionne. En effet, si nous avons déjà du mal à nous connaître nous-mêmes, comprendre l'autre, ses réactions est un véritable défi. Toutefois, nous le verrons, il mérite d'être relevé car la relation est une source incroyable de bonheur. Alors avant de commencer, laissons-nous nous émerveiller par la plume d'un poète. Vivre en soi, ce n'est rien. Il faut vivre en autrui. À qui puis-je être utile aujourd'hui? Voilà, chaque matin, ce qu'il faudrait se dire. Et, le soir, quand les cieux, la clarté se retire, heureux à qui son cœur tout bas a répondu. Ce jour qui va se finir, je n'ai pas perdu. Grâce à mes soins, j'ai vu, sur une face humaine, la trace d'un plaisir ou l'oubli d'une peine. Alors, ce poème a été prononcé en 1825 par François Andrieux, qui est poète et avocat, lors de son discours sur la perfectibilité de l'homme. Alors, dans un premier temps, nous allons rappeler quelques fondamentaux de la relation, notamment ceux qui sont un peu trop souvent éludés. Ensuite, nous appréhenderons ce qui détruit la relation ou au contraire, ce qui la nourrit positivement. Et puis enfin, nous analyserons en quoi la relation est aussi constitutive de l'engagement dans un projet. Alors bien sûr, vous allez découvrir que nous ferons des ponts avec plusieurs propos déjà développés dans les webinaires précédents. Alors, dans la relation, la complexité de notre existence, c'est le titre de notre slide suivante, voilà, qui s'affiche maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, des millions de pages, ou peut-être même des milliards, ont été écrites sur la relation. Et il semble que le sujet est encore loin d'avoir été épuisé. Le sens de notre vie est inscrit fortement dans la relation. Comment les deux sont-ils imbriqués? Même si de nombreuses approches disciplinaires ont tenté de le percer, cela reste toujours un mystère aujourd'hui. Bien sûr, nous n'avons donc aucunement la prétention de le circonscrire, ce mystère, et encore moins la question de la relation dans son ensemble, mais plutôt l'intention de mettre en exergue certains aspects structurants pour nous permettre de prendre du recul et de l'envisager différemment, a fortiori quand elle ne fonctionne pas d'une manière optimale. Il nous semble important de souligner encore une fois que la sphère de la relation est complexe,
Nos interactions sont extrêmement nombreuses, notamment avec l'arrivée du numérique, quasi exponentiel, un chiffre qui court en ce moment. Il y a eu 2 fois plus d'informations qui ont circulé ces 2 dernières années que celles que le monde a connues depuis l'apparition de l'homme. Voilà. Ensuite, l'impact de notre comportement est bien plus important que nous le supposons. Par la relation, c'est l'effet papillon. Les actes que l'on pose ont une incidence directe et indirecte. La manière dont nous sommes en relation avec une personne ou avec plusieurs personnes, en fait, va jouer sur leur capacité à pouvoir être différemment auprès des autres. Aussi, nous pouvons peut-être dire que la relation ne peut être réduite à nos pensées immédiates, à nos actes, à nos paroles, même s'ils y contribuent assez largement. Et vous vous souvenez, lors du 2e webinaire, nous avons vu combien nos pensées peuvent nuire à notre perception de la réalité. Nous sommes, c'est-à-dire nous existons, quoi qu'il arrive, indépendamment des décisions que nous prenons, ce don de la vie est sans condition. En effet, qu'est-ce qui nous constitue? Est-ce que ce sont nos pensées, nos actes, nos paroles ou plus encore? Ce que nous voulons ici faire passer comme message, c'est que notre existence, et donc l'existence des autres, est complexe à appréhender et peut être empreinte de mystère. Nous essayerons à travers ce webinaire de vous donner des clés de compréhension de la relation. Toutefois, ne nous mentons pas, il y aura toujours des questions en suspens auxquelles nous ne prétendons pas pouvoir ou même vouloir répondre. Cette introduction est ici pour nous un vœu d'humilité. Premier élément de cette un peu définition, en fait, cette partie chapitre définition, et on va se référer notamment à l'altérité, ce qui construit l'altérité. Alors, souvenons-nous, le premier livre de la Bible est celui de la Genèse. C'est un gros bouquin, la Bible, et ça, c'est le tout premier. Et ce livre, il décrit, dans un récit évidemment parfaitement métaphorique, la création et la place de l'homme en son sein, tel que les générations, en tout cas, qui nous ont précédés, les ont pensé. C'est cette création et cette place de l'homme. Dans le jardin d'Éden, l'homme est en fusion avec Dieu. Mais Dieu se rend compte qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et il décide de lui faire une aide. D'ailleurs, il y a d'autres traductions intéressantes qui disent qu'il s'agit de lui apporter la réplique. La femme est créée de la côte de l'homme, dit-on, c'est-à-dire de la même substance. Mais l'homme ne le perçoit pas tout de suite. En tout cas, il ne perçoit pas cette différence. Et d'ailleurs, il s'écrit cette fois, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Ce qui signifie une appropriation, une négation de l'altérité. Puis, l'homme et la femme décident de s'affranchir de Dieu, vous savez, l'histoire de la pomme, c'est-à-dire posent le premier acte de leur libre pensée. Et ils se découvrent différents dans l'altérité. Non d'ailleurs sans une réelle peur, puisqu'ils se cachent. L'accès direct à la transcendance n'est plus possible en revanche. Ils doivent se découvrir par eux-mêmes et prendre des décisions sur leur propre vie. Ces premiers instants de la Genèse, notons qu'ils posent ainsi le fondement de la relation et de l'altérité. Sortir de la fusion par la séparation permet seule la relation. Sans séparation, pas de relation. Là où il y a fusion, il n'y a pas de relation. Aujourd'hui, d'ailleurs, les psychologues expliquent souvent les étapes de la maturité psychologique, relationnelle, par la succession de ces postures: dépendance, contre-dépendance, indépendance, interdépendance. Imaginez l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, voilà. En quelque sorte, fusion, rejet, séparation et lien. Alors, revenons un tout petit peu à la Genèse, un peu plus loin. Caïn et Abel, les enfants d'Adam et Ève, en fait, on s'aperçoit qu'ils prennent des orientations différentes, donc ils sont différents. L'un est paysan, l'autre est berger. Or, Caïn va être jaloux d'Abel, pour une sombre histoire qui est une histoire de don qui est fait, enfin bref. Et il décide de le tuer. Ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'il le fait sans que des mots aient été échangés entre eux. Il n'y a pas de dispute. Et nos ancêtres, on pourrait dire, découvrent ainsi très tôt que la jalousie, c'est-à-dire la différence, peut conduire à la violence, en raison notamment des pensées qui nous traversent, mais aussi quand les mots font défaut. Alors, Hegel, mais tellement d'autres encore, ont théorisé sur la conscience, le désir et l'altérité. Leur théorie repose sur le fait que la conscience de soi n'est rendue possible que par une autre conscience. En d'autres termes, nous existons par le regard de l'autre, par la reconnaissance mutuelle qui pose l'autre dans sa différence, dans son altérité. Celle-ci est essentielle à la conscience de soi.
Alors, Hannah Arendt écrira plus tard que les hommes ne peuvent communiquer, échanger que parce qu'ils se rencontrent au sein d'une pluralité dans laquelle à la fois ils se distinguent et se séparent, et à la fois ils se ressemblent et se comprennent. Cette pluralité qui s'organise comme un tout et rend possible l'action et le langage est la condition nécessaire à une vie proprement humaine. Alors, on vient de poser quelques définitions. Reconnaissons malgré tout que la relation se passe pas toujours très très bien. Bon, l'enfer c'est les autres. On va pas commenter cette phrase qui est bien connue, qui a parfois d'ailleurs été dévoyée. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'homme ne peut se sentir exister que par la relation à l'autre. Il lui est même impossible de vivre sans l'autre. Vient de nous rappeler d'ailleurs Emeline. Mais il lui est aussi difficile de vivre avec lui. La découverte du moi, objet, subissant, et du jeu, sujet, agissant, nous éclaire sur notre regard porté sur le monde et sur notre relation à l'autre, c'est-à-dire sur notre identité propre. Y aura-t-il relation d'égal à égal de deux êtres dotés de vie et d'identité propre, ou alors l'un tentera-t-il d'avaler l'autre? L'individu va-t-il envahir tout l'espace, ce qui d'ailleurs paradoxalement mènerait inéluctablement à la solitude? Ou va-t-il laisser aussi la place à l'autre? Va-t-il s'établir une relation de jeu à jeu, c'est-à-dire de sujet à sujet, ou celle de sujet à objet, l'un considérant l'autre comme objet de son désir ou de sa jalousie? La question, en fait, se pose dans toute situation sociale. C'est bien là l'enjeu de la relation. D'ailleurs, on peut se demander finalement dans l'entreprise quelle représentation on se fait du lien de subordination qui est induit par le contrat de travail. Avoir l'autorité sur un employé justifie-t-il que nous prenions le contrôle sur la relation? Et le fait d'être collaborateur signifie-t-il forcément que nous substituions notre libre arbitre, notre responsabilité en tant qu'être humain au profit du manager? On le voit bien, la question n'est pas aussi simple. Il est intéressant de comprendre que l'égalité entre les hommes ne peut être la négation de leur différence, ni le souci d'éviter leur jalousie, car la différence est ce qui constitue l'être humain. Alors revenons un peu maintenant sur nos ancêtres qui ont un peu conceptualisé tout ça, ou en tout cas qui ont fait des constats, et passons du côté de l'Orient. Les récits du Bouddha développent aussi ce qui structure la relation ou la rend douloureuse au contraire, le mélange de deux aspects que nous avons du mal à différencier, attachement à l'autre, ce qui suscite nécessairement le manque, ou considération de l'autre tel qu'il est, dans sa différence. Pour y parvenir, Bouddha a cette deuxième, évidemment, alternative, enfin, à cette alternative, Bouddha nous invite à prendre de la distance par rapport à nos pensées immédiates, responsable, selon lui, de notre envie de possession, de notre jalousie. Il propose pour cela la prise de recul par la méditation. Il s'agit ainsi de prendre conscience que nous sommes bien autre chose que nos seules pensées. On pourrait dire que vivre pleinement la relation à l'autre, c'est accepter de ne rien savoir de l'autre, de ne rien pouvoir pour l'autre, de ne rien vouloir pour l'autre, mais de cheminer ensemble en se découvrant mutuellement dans le respect de la liberté de chacun. Cette posture nous installe inévitablement dans le temps présent, et non dans le récit du passé ou dans les attentes d'un avenir meilleur. Alors, prenons quelques instants de réflexion maintenant. Parmi les 5 personnes que je côtoie le plus souvent en ce moment, donc ce n'est pas forcément des proches, ça peut être aussi des collègues, des personnes qu'on côtoie régulièrement au quotidien. Parmi donc du coup ces 5 personnes que je côtoie le plus souvent en ce moment, quelle est la nature de ma relation avec chacune d'elles? Est-ce que c'est une relation de dépendance presque fusionnelle ou une relation d'interdépendance? Est-ce que dans cette relation, j'ai l'impression que l'autre me voit comme un objet de son désir ou de sa jalousie, ou comme un sujet libre de prendre sa place? Qu'est-ce que je peux changer dans mon comportement pour que ça évolue? Si on y pense quelques instants, il est probable que celles qui me font le plus de bien sont celles finalement qui continuent à me découvrir telle que je suis et non telle qu'elles voudraient me voir.
Alors, même si la relation n'est pas toujours un long fleuve tranquille, elle reste notre plus belle source d'énergie. En effet, une étude réalisée par la Harvard Medical School depuis 75 ans, donc conduite sur plusieurs générations de chercheurs, est parvenue à la conclusion suivante: nourrir et entretenir de bonnes relations interpersonnelles contribue davantage au bonheur, donne une meilleure santé que le succès, la richesse ou la célébrité. Ces bonnes relations nous servent en effet de protection contre bien des assauts de la vie et nous aident à entretenir notre mémoire. À l'inverse, la solitude nous tue à petit feu. Elle représente en effet un facteur de risque majeur pour développer une maladie cardiovasculaire, la maladie d'Alzheimer ou le fait de s'éteindre précocement. On constate finalement que les retraités les plus heureux sont ceux qui ont su remplacer leurs collègues de travail par des amis avec lesquels ils peuvent rire et auprès desquels ils peuvent se confier. D'ailleurs, on sait aussi par d'autres recherches que le fait de se confier à quelqu'un augmente le taux d'ocytocine naturellement. C'est cette hormone de l'attachement. Plus nous nous ouvrons aux autres, plus nous élargissons notre vision de la vie et plus nous ressentons de la gratitude. Alors, pour résumer cette première partie qui vient de passer, nous pouvons finalement dire que pour exister en tant que telle, la relation doit sortir de la fusion par la séparation, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autre dans sa différence. C'est la définition même de l'altérité. Deuxième élément à retenir, la relation pose le principe de la reconnaissance de l'autre comme sujet et non comme objet. Sinon, elle déclenche la violence et en tout cas la souffrance. Et pour nous éviter de tomber dans ce piège de la dépendance à l'autre ou de l'autre, du pouvoir sur l'autre ou de l'autre, il nous faut prendre du recul sur l'image de l'autre et qui n'est que le fruit en général de notre construction mentale. Car celle-ci prend ses racines pour l'essentiel dans nos expériences douloureuses et dans nos peurs. Vivre pleinement la relation à l'autre, c'est finalement accepter de lâcher son emprise ou sa dépendance pour cheminer ensemble dans le respect de la liberté de chacun et dans l'instant présent. Et puis troisième élément que nous avons souligné, enfin, cultiver des relations positives, en tout cas, est une décision et cela améliore notre état de santé, notre longévité, et notre bien-être. Voilà, donc si la relation peut s'avérer difficile et demander ses efforts, on peut maintenant, à ce stade, se poser la peine, ces efforts valent-ils la peine? Si oui, comment faire de la relation un cadeau qui vient nourrir, nous réaliser et en définitive nous rendre heureux? Alors nous allons vous présenter différents outils dans cette deuxième partie pour tenter de répondre à cette question. Nous examinerons dans un premier temps comment sortir d'une relation conflictuelle avant d'identifier comment enrichir la relation, y compris quand il n'y a pas eu de conflit préalable. Alors, premier outil pour sortir d'une relation conflictuelle, et pas des moindres, la communication. Nous l'avons vu lors de notre deuxième webinaire, les biais cognitifs nous font croire généralement que nous avons raison et que l'autre a tort. Il nous faut faire un effort pour désamorcer cette croyance, amener un peu plus d'objectivité et constater sereinement cette différence de vision du monde et nous rassurer sur les intentions de notre interlocuteur. Certes, ça demande de faire un réel effort. Oui, et cette prise de recul passe bien sûr par le dialogue, c'est-à-dire la parole échangée, une écoute active et la volonté de retrouver un chemin de compréhension mutuelle. Pour enrayer des décibels, ou l'escalade des décibels plutôt, et des mots pas très doux, il nous faut explorer la représentation du monde de l'autre. Et cela se fait essentiellement par des questions ouvertes et non alternatives ou fermées, qui en général ne sont que le reflet de notre propre croyance. Alors ça donnerait quelque chose comme ça. Quelle est ta perception de la situation? Quel aspect de notre conflit te fait le plus réagir? En quoi te sens-tu blessé, voire trahi? Quelle décision nous permettrait de retrouver un chemin d'apaisement? Premier point. Ensuite, il nous faut nous livrer, c'est-à-dire prendre le risque de nous dévoiler ou de dévoiler nos fragilités, de nous confier en quelque sorte. Comme nous le propose Jacques Salomé, célèbre psychosociologue et écrivain français très influent à la fin du XXe siècle et qui a écrit de très nombreux bouquins, une des techniques rapides et efficaces consiste à commencer ses phrases par je, plutôt que de laisser se perpétuer le tintamarre du tu qu'il appelle la relation klaxon pour qu'on s'en souvienne.
En effet, en disant « je » au début de la phrase, nous sommes contraints d'exprimer nos sentiments, nos ressentis, notre vision de la relation et du monde. Et nous invitons ainsi notre interlocuteur à en faire autant. En général, d'ailleurs, nous sommes sensibles à l'émotion que l'autre peut avoir et nous prenons ainsi conscience de ce qu'il traverse, en raison de son histoire, de ses peurs, de ses aspirations, parfois de ses désanimations. Alors, si on regardait ce que ça pourrait donner, vous allez peut-être retrouver un certain nombre de phrases qu'on entend très souvent. Par exemple, décidément, tu ne comprendras jamais rien. Ça pourrait donner, je souhaiterais parvenir aujourd'hui à mieux comprendre ta réaction. Et vous voyez que ça change quand même la donne. Ou alors, tu ne fais vraiment jamais aucun effort. Ça pourrait donner, je souhaiterais que nous puissions envisager ensemble comment mieux répartir les tâches. Voilà, puis troisième exemple, pour l'illustrer, tu ne me laisses jamais parler. Ça pourrait être, dans cette situation, j'ai du mal à trouver les mots justes. Alors même si elle solutionne la majeure partie des conflits, dans certaines situations, la communication n'est plus possible tant les rancœurs se sont accumulées. Dans ce cas, la médiation est indispensable. Il est intéressant de constater que toutes les techniques de médiation font d'abord exprimer les protagonistes séparément, puis confrontent leur vision du conflit. Et enfin, font appel à l'énergie que chacun a envie ou peut déployer pour trouver un terrain d'entente. Alors un peu plus loin dans ce webinaire, on vous proposera un exemple précis de médiation qu'on a mis en place au sein de notre équipe et qu'on est prêt à faire vivre auprès d'autres collectifs. Passons maintenant à un deuxième outil, celui du pardon. Alors pourquoi le pardon? Et vous allez voir, pardon parce que cela nous fait du bien. Effectivement, s'il est dangereux et non fondé de penser que l'on peut faire le bonheur de l'autre malgré lui, il nous faut reconnaître que notre repli sur nous-mêmes, notre manque d'attention, notre jugement et parfois même notre violence ont sérieusement entaché la relation. Le pardon est alors un acte extrêmement puissant qui vient nettoyer les blessures. Demander pardon, c'est un acte d'humilité qui exprime l'importance que l'on accorde à la relation, dans le présent et dans l'avenir. Pardonner, c'est aussi de ne pas réduire l'autre à ses actes et lui redonner notre confiance. Et même si nous ne sommes pas dupes, qu'il puisse recommencer. C'est lui donner la possibilité de retrouver sa dignité d'être humain. Pardonner ne nécessite pas que l'autre le mérite, ni parfois d'ailleurs qu'il comprenne la raison de notre pardon. C'est juste bon pour nous, en dissociant le mal que nous a fait l'autre de ce que nous sommes et de ce qu'il est aussi, nous retrouvons la sérénité. Et le pardon appelle la réciprocité. Je vous propose maintenant un petit film pour illustrer ce qu'on vient de dire. Oui, Laure, je vous rejoins. Moi, je l'ai regardé plusieurs fois dans le cadre de la préparation de ce webinaire et à chaque fois, j'ai quand même les yeux qui mouillent un petit peu. Mais du coup, bien sûr, cette vidéo est un exemple exacerbé du pardon. Toutefois, elle a le bénéfice de nous permettre d'en appréhender les effets. Ici, on a pu observer les effets sur la personne qui reçoit le pardon. Cette vidéo est extraite du long métrage Human de Yann Arthus Bertrand qui met en avant de nombreux portraits inspirants qui révèlent dans un sens ce que l'humanité a de meilleur. Et donc, dans ce long métrage, vous pourrez aussi retrouver le portrait de la personne qui a accordé son pardon et voir la sérénité que ça lui a apporté. Pour aller plus loin, dans justement cette partie sur le pardon, nous vous invitons à réfléchir quelques instants à une personne qui vous serait utile de pardonner pour retrouver votre paix et votre énergie. Nous ne pouvons bien sûr que vous inciter à sauter le pas. Alors après la communication et le pardon, pour sortir de l'impasse d'une relation, il nous reste nos jugements. Krishnamurti, philosophe indien, disait « Pourquoi divisons-nous la vie, qualifiant telle chose de bonne et telle chose de mauvaise et créant par là même le conflit des contraires ?» Notre deuxième webinaire sur les biais cognitifs a fait la démonstration que nous jugeons continuellement sans pouvoir nous en empêcher, collant ainsi des étiquettes et en mettant les gens dans des cases. Ces jugements sont potentiellement générateurs de conflits, de frustration et de mal-être. Ils limitent notre compréhension des autres et empêchent une vraie communication.
Si nous ne pouvons pas contrôler notre pensée immédiate, nous sommes en revanche responsables de ce que l'on en fait. Ce ne sont pas les biais cognitifs qui sont dangereux, ce sont bien les biais décisionnels. Observons ce que Platon fait dire à Socrate, philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, en guise d'exercice quotidien, et vous aurez compris que j'aime bien me référer à nos ancêtres ou à nos anciens. Alors, cette petite histoire assez connue, un jour, quelqu'un vint voir Socrate et lui dit « Écoute, Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit. » « Arrête, interrompit l'homme sage, as-tu passé ce que tu vas me dire à travers les 3 tamis ?»« 3 tamis, dit l'autre, très étonné. Oui, mon bon ami, les 3 tamis. Examinons si ce que tu as à me dire peut passer ces 3 tamis. Le premier, c'est celui de la vérité. As-tu contrôlé si ce que tu as à me dire est vrai ? Non, je l'ai entendu raconter et bien. Mais assurément, tu l'as fait passer à travers le deuxième tamis, celui de la bonté. Ce que tu veux me dire, si ce n'est pas tout à fait vrai, est-ce au moins quelque chose de bon ? Hésitant, l'autre répond « Non, ce n'est pas quelque chose de bon, au contraire. » Dit le sage. Essayons de nous servir du troisième tamis et voyons s'il est utile de me raconter ce que tu as à me dire. Utile, pas précisément. Eh bien, dit Socrate, en souriant, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir et quant à toi, je te conseille de l'oublier. Alors ce récit est une belle illustration des décisions que nous devons prendre dans nos relations aux autres. Tentons d'arrêter de juger, ou plutôt neutralisons nos pensées négatives sur les autres car elles ne contribuent en rien à notre bien-être. Attention également aux comparaisons que nous ne cessons de faire et qui font fructifier la compétition entre nous. Alors maintenant, on est dans un autre cas de figure où parfois le système est bien bloqué. Donc on va essayer de regarder ensemble quels sont les outils, les leviers que nous avons pour le bloquer. D'abord, nous traînons avec nous nos représentations du réel. Elles sont fondées sur des stratégies d'adaptation souvent qui ont jadis fait leur preuve de leur efficacité. Parfois, nous nous accrochons aussi à ces stratégies sans nous rendre compte qu'elles ne sont plus opérantes dans la relation. Et là, la systémie est une grande aide pour nous aider à qualifier ce qui est en train de se mettre en place. Elle postule notamment que le système appartient au monde du récit. En effet, ce qui pose problème dans une relation qui ne fonctionne plus, c'est la différence de récit que les parties prenantes vont faire ou font de la réalité, en raison souvent d'ailleurs d'une dissonance cognitive. Alors dans ces cas-là, il faut changer le récit. C'est ce que vous voyez sur le tableau qui apparaît, vous, le schéma. Concrètement, entre 2 personnes, voilà comment on pourrait se représenter ça. Voilà, un exemple. Je suis très en colère, car pendant mes congés, mon collègue en a profité pour soudoyer notre patron. Il a ainsi obtenu une mission qui devait m'être confiée, et il savait qu'elle me tenait à cœur. De toute façon, il a toujours été franc-tireur, et en fait, nous ne parlons plus depuis quelques jours. Si je veux changer quelque chose, si je veux que la relation évolue, je dois prendre d'abord conscience de mes émotions. Sont-elles de nature à me faire du bien ? Mon comportement ne pourrait-il pas me porter préjudice à la fin ? Est-ce que j'ai examiné l'ensemble des éléments ? Est-ce que finalement je me fais pas plus de mal ? Et puis cette mission était-elle si importante ? Quel avantage pourrais-je tirer aussi de ne pas l'avoir eu, cette mission ? Il y a peut-être des opportunités derrière. Vous vous souvenez du cadeau mal emballé ? Alors je décide d'aller le voir, je prends donc la décision de bouger, je lui explique quelles émotions m'ont traversé, pourquoi cette mission me semblait si importante pour moi, mais je lui dis qu'après tout, notre bonne relation l'est davantage. Et j'écoute cette fois-ci son récit. Le patron ne lui a pas donné le choix, il était embêté à l'idée de ma réaction, il ne savait pas comment me l'annoncer. Finalement, il se serait bien passé de cette mission, mais il était pétrifié à l'idée de dire non à notre patron. Et puis, pour finir, il se dit touché par mon attitude et me remercie d'avoir fait le premier pas. Ainsi, vous voyez, dans notre schéma, on comprend vite que si l'on veut pouvoir faire bouger le système relationnel quand il est bloqué, la seule solution est de commencer par bouger soi-même. Alors, comment parvenir à le faire bouger? En prenant d'abord conscience que l'idée que l'on se fait de la réalité peut évoluer. Modifier son comportement nécessite pratiquement toujours de faire évoluer sa pensée, et cela va souvent se faire en touchant du doigt son émotion. Comprendre en fait ce qui se joue en nous, dans notre être intérieur, dans la souffrance que nous infligeons dans ce conflit, eh bien c'est déjà commencer à ouvrir le spectre de nos pensées. Et en systémie, tout l'art du thérapeute ou du coach est de pousser le plus loin possible cette émotion pour y puiser l'énergie nécessaire qui va faire bouger le système.
Alors, en situation de conflit relationnel, la systémie pose le principe que chaque partie est 100% responsable. On ne partage pas les torts à 50%, on est bien chacun 100% responsable. Lorsqu'on souhaite sortir d'une crise, chercher la culpabilité de l'un ou de l'autre n'a aucun intérêt dans le moment présent de la relation. C'est en bougeant soi-même qu'on fera bouger le système. Albert Einstein disait d'ailleurs à ce titre que la folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Alors nous allons maintenant aborder un autre outil, celui de la vertu du don. La relation dans une entreprise fonctionne essentiellement sur le principe du don. C'est par lui que se construit le lien social. C'est son principal, on va dire, capital immatériel qui rend possible l'initiative, le partage de l'information, la coopération. Par exemple, des salariés qui feraient la grève du zèle dans une entreprise, en ne faisant que ce qui est écrit dans les guides de procédure, la bloqueraient probablement en quelques minutes ou en quelques heures si vraiment on a poussé très loin ce guide des procédures. Contrairement à ce que laisse penser ce mot assez familier finalement, au moins dans le langage privé, nous ne sommes pas aussi à l'aise avec le don qui suppose de pouvoir demander, donner, de recevoir, de rendre. Ce cercle vertueux peut cependant être confronté à d'authentiques difficultés relationnelles dans le monde de l'entreprise si on n'est pas un peu attentif. Alors demandez, osez demander. Est-ce une vraie demande qui laisse son collaborateur ou son collègue libre de donner? Attention notamment aux formulations qu'on pourrait faire sur nos demandes. Par exemple, je voudrais que tu me fasses ce rapport avant midi. C'est bien une demande. Voilà. Est-ce que ça serait pas préférable de dire, voudrais-tu bien me rendre un service? J'ai besoin de ton rapport avant midi. Penses-tu que cela est possible de le boucler d'ici là? Voilà. Ou alors, donner dans la juste mesure. Trop donner, peut-être, ou pas assez donner. Ça, c'est aussi la liberté et la justesse du ton. Par exemple, je peux passer mon temps à tout faire pour les autres ou avant les autres parce que j'ai besoin d'être aimé, considéré. Et je peux d'ailleurs ainsi étouffer les initiatives des autres. Et en plus, nourrir éventuellement une rancœur car finalement je ne suis jamais remercié. Ou alors à l'inverse, ai-je pris l'habitude de ne faire que ce qui m'est demandé, c'est-à-dire le minimum, car de toute façon cela ne sert à rien, je ne suis jamais reconnu. J'avais du zèle avant, mais aujourd'hui, après tout ce qu'on m'a fait, j'ai décidé de me bloquer. Voilà. Recevoir. Recevoir, c'est savoir exprimer sa gratitude. On l'avait, je crois, déjà évoqué, plus de 70% des collaborateurs en France ne se sentent pas reconnus pour ce qu'ils donnent. Alors, ai-je bien conscience de ce que mes collègues font pour moi? Est-ce que je me suis souvent interrogé sur l'étendue de ce que je reçois réellement? Et pas simplement dans le coup de main qui nous a été donné, peut-être dans la présence réconfortante, dans la capacité à prendre du recul, etc. Est-ce qu'il m'arrive souvent de remercier? Et puis enfin, notre quatrième élément, rendre. Le cycle du don, il s'entretient. Plus il y a de dons dans la relation, plus celle-ci s'enrichit. Quand le don et le contre-don circulent très vite, on ne sait même plus s'il est débiteur ou créditeur. C'est ce que Jean-Édouard Grézy, qu'on nommera tout à l'heure, enfin, quand on parlera d'un de ses bouquins, appelle l'endettement mutuel positif. Dans le don, circulent des compliments, des idées, de la transmission de savoir, des recommandations, des services rendus, des moments d'écoute active. En fait, le don appelle le contre-don. Voilà, et on vous conseillera tout à l'heure de lire le bouquin que Jean-Édouard Grézy a écrit avec Alain Caillé, La révolution du don, le management repensé à la lumière de l'anthropologie. Et puis, vous aurez aussi la possibilité, parce qu'il en fait référence assez régulièrement, d'aller chercher un peu plus loin, notamment dans quelqu'un qui est né en début du siècle dernier, Marcel Mauss, qui a beaucoup travaillé sur le don, avec notamment son essai sur le don. Alors, si nous concevons que nous nous découvrons et que nous nous déployons à travers les autres, alors logiquement, les autres peuvent se révéler à travers nous. Nous n'avons effectivement que très peu de recul sur nous, nos pensées nous envahissent toute la journée et il nous est parfois difficile de faire la part entre nos pensées et nos actes. Nous avons donc besoin de feedback. Là encore, cet exercice peut tourner au vinaigre s'il est mal orienté. Alors, faire un feedback positif, c'est exprimer à l'autre la contribution distincte qu'il apporte au collectif
mais c'est aussi lui dire que l'on croit à sa capacité à se déployer encore davantage. Alors, nous, au sein de notre cabinet, on s'est prêté à cet exercice l'été dernier à travers ce que l'on appelle une marche socratique. Pour cela, on a constitué des duos tournants pour permettre à chaque membre de l'équipe de se croiser. Et chaque membre de chaque duo devait tour à tour, durant 5 minutes, faire un feedback positif sur l'autre personne. Donc, lui partager les qualités qu'il apprécie chez cette personne, mais aussi les compétences qu'il lui reconnaît. Et cet exercice a eu pour effet à la fois de nous enrichir, de nous nourrir au niveau individuel, mais aussi collectif. Alors, je m'explique. Au niveau individuel, le fait de découvrir ce qu'on apporte à chacun, c'est déjà une magnifique forme de reconnaissance. Jérôme en parlait tout à l'heure, c'est un magnifique don. Et ensuite, et c'est ce que je disais préalablement, l'autre va nous révéler des qualités qu'on avait peut-être sous-estimées ou pour lesquelles on n'osait pas s'identifier. Du coup, le regard de l'autre va permettre de nous légitimer d'une certaine manière, va nous permettre d'exister différemment. Et après, au niveau collectif, cet exercice nous a fait tout d'abord, il nous a permis forcément déjà de resserrer nos liens parce qu'on a partagé un moment fort, empreint d'émotions positives. Et là, je vous renvoie vers notre premier webinaire. Et ensuite, il a eu pour énorme bénéfice de nous permettre d'identifier les qualités que nous avions en commun, que nous partagions et qui nous rapprochaient donc de facto. Mais au-delà du coup de nos qualités qu'on partageait, cet exercice nous a aussi permis d'identifier celles qui nous distinguaient et venaient enrichir le collectif. Chaque membre de l'équipe s'est ainsi vu reconnu dans son apport de différence, dans son altérité. Dans ce cas, toute jalousie, toute compétition se voit inutile puisque chaque membre est unique et chacun apporte sa propre pierre à l'édifice. La pierre de l'autre va pas faire de l'ombre à la mienne, elles sont complémentaires dans un grand tout. Et grâce à ces qualités partagées et distinctes, nous avons donc pu constituer une identité d'équipe vraiment spécifique. Enfin, ça a vraiment été un moment clé de nous pour la construction de notre équipe. Merci Emeline. Alors je propose qu'on passe maintenant aussi sur un autre levier, être soi-même authentique, c'est le titre qu'on a voulu lui donner. D'abord, observons qu'une vieille croyance perdure dans les entreprises, sous prétexte de ne pas faire d'amalgame entre vie privée et vie professionnelle. Il serait utile de bâtir un mur étanche qui nous verrait passer d'une scène à l'autre chaque matin, chaque soir. Le risque de cette croyance, dont on comprend évidemment l'objectif de protection de sa vie privée, c'est qu'elle repose sur une défiance à un système relationnel qui nous interdirait d'être nous-mêmes. Elle nous fait ainsi considérer l'entreprise comme un théâtre de jeu d'acteurs, beaucoup plus qu'un espace de coopération où chacun pourrait se réaliser. En fait, nos deux vies, entre guillemets, sont beaucoup plus perméables qu'on le pense. Des peurs et des aspirations nous traversent, ou en tout cas traversent d'une sphère à l'autre. Elles ont évidemment des conséquences sur notre mental dans n'importe quel espace géographique. On comprend du coup la nécessité d'être soi-même dans toute situation, mais être soi-même nécessite évidemment d'accepter de dévoiler ses fragilités, décider de faire confiance et prendre sa place. Alors, au sein du cabinet, on est extrêmement vigilant à ce que la parole puisse s'exprimer dans l'écoute et la confiance. Quand il y a des tensions, on n'hésite pas à faire appel à une tierce personne qui vient aussi sécuriser la parole et nous éviter que des ressentis mal orientés puissent blesser l'un ou l'autre. C'est pour ça qu'on fait venir quand le besoin se fait sentir, mais quand même de manière régulière pour entretenir cette dynamique, une personne extérieure du cabinet qui nous impose entre guillemets un temps de pause, un temps de parole qui n'est pas si facile à prendre sinon pour exprimer nos ressentis. Alors ici, la tierce personne est garante de la parole ouverte en répartissant la parole justement et en prenant garde aux formulations de chacun. Elle vient aussi animer ce temps d'écoute à travers des exercices qui incitent à l'expression, comme les questions ouvertes dont Jérôme a parlé plus tôt, mais aussi l'écriture, du théâtre, enfin voilà, beaucoup de manières de s'exprimer. Et voilà, en tout cas pour nous, ces temps de parole et d'écoute réguliers nous semblent essentiels au bon fonctionnement d'un collectif qui, de par nature, est évolutif.
Alors, nous avions intitulé l'un de nos séminaires que nous avions menés Prendre soin des autres. Voilà, ici, le titre, c'est Prendre soin des autres commence par prendre soin de soi. L'altruisme véritable existe-t-il? Et si oui, pouvons-nous le cultiver, l'amplifier comme un talent ou une capacité? En fait, de nombreuses recherches ont mis en évidence que la méditation, on l'a déjà évoqué, bien loin de nous éloigner du monde, nous relier au contraire aux autres et favoriser même les comportements prosociaux, c'est-à-dire les comportements dirigés vers autrui dans le but de lui rendre service, de le réconforter, de partager quelque chose avec lui. Les résultats de ces études menées auprès d'hommes et de femmes, de pratiquants, de laïcs, de gens très très différents, ont montré que la capacité à développer la compassion et l'altruisme ne dépend pas de la culture orientale ou occidentale, ni d'ailleurs du genre masculin ou féminin. Il s'agit essentiellement d'une question d'entraînement. Alors, exemple d'étude, celle de la Northeastern University de Boston, menée par l'équipe de Paul Condon, qui a observé les comportements prosociaux de participants mis en situation. Alors concrètement, on les faisait s'asseoir sur le seul siège libre d'une salle d'attente médicale, puis on faisait entrer une personne avec des béquilles qui s'appuyaient contre le mur en montrant de manière vraiment très visible son inconfort. Et aucune des autres personnes assises ne bougeait. Alors, les chercheurs ont comparé la réaction des participants selon qu'ils avaient ou non suivi un entraînement à la méditation. Et finalement, ceux qui l'avaient suivi étaient 5 fois plus susceptibles de se lever pour céder leur place que les autres. On voit bien du coup que prendre soin des autres, ça commence déjà par prendre soin de soi en aiguisant nos capacités de conscience, de sagesse et d'empathie. Alors, pour l'expérimenter, là, pendant quelques instants, on va vous proposer un exercice de méditation qui a été proposé par Barbara Fredrickson dans son livre Love 2.0. Ce sera une vidéo, donc ceux qui ont du mal avec une vidéo, les consignes vont être partagées sur le chat. Et désolé par avance pour ceux qui ne peuvent pas la voir. Pour effectuer cet exercice, nous vous conseillons de vous asseoir sur une chaise en calant votre dos sur le dossier. Redressez votre colonne vertébrale vers le haut. Penchez-vous en avant en vous décollant légèrement du dossier. Relâchez vos épaules et ramenez-les en arrière. Vous aurez ainsi votre cage thoracique dégagée et votre respiration créera un espace autour de votre cœur. Posez vos pieds à plat sur le sol. Posez la paume de vos mains sur vos cuisses. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur les sensations de votre cœur, sur l'énergie que lui apporte votre respiration. Focalisez ainsi votre attention sur votre respiration pendant quelques instants. Visualisez maintenant quelqu'un pour qui vous éprouvez de l'affection. Cela peut être votre conjoint, votre enfant, un ami. Imaginez son visage souriant. Évoquez les qualités de cette personne et tout ce que vous aimez en elle. Laissez monter la tendresse et la chaleur. Accueillez-les et ressentez-la totalement dans tout votre corps. Maintenant, répétez en silence les phrases suivantes au rythme d'une par cycle de respiration. Puisse-t-il se sentir en sécurité? Puisse-t-il être heureux? Puisse-t-il être en bonne santé? Imaginez à chaque fois ce que la réalisation de ces vœux produirait sur cette personne. Quel bonheur elle éprouverait. Faites ceci pendant quelques instants.
Bon retour parmi nous. Cette méditation d'amour altruiste répétée chaque jour, en plus de vous apaiser et d'augmenter votre bien-être par un afflux d'émotions positives, va progressivement modifier la teneur de vos rapports interpersonnels, les rendant plus bienveillants et authentiques. Cela créera un cercle vertueux et même un effet de contagion. Alors pour information, il y a 3 niveaux à cette méditation. Vous venez de faire la première, c'est-à-dire celle dirigée vers une personne pour qui vous avez de l'affection. Le niveau 2 consiste à se focaliser sur une personne qu'on n'apprécie pas forcément. Et enfin, le niveau 3 s'oriente vers des personnes qui nous sont inconnues. Alors à ce stade, rappelons-nous que pour sortir de l'impasse de la relation, 4 préconisations ont été faites. Tout d'abord, la communication, ça va passer par des questions ouvertes et le fait de sortir de la relation klaxon, dont Jérôme a parlé, le fait d'employer le tu au lieu du je. Ensuite, on vous a présenté le pardon, parce que ça nous fait du bien. Ensuite, le fait d'être en alerte sur ses représentations et neutraliser ses jugements, car notre cerveau nous joue des tours. Et enfin, le fait de changer de posture, car c'est la seule manière d'avoir un résultat différent, comme le disait Einstein. Alors ça, c'était donc dans la partie sortir de l'impasse de la relation. Maintenant, pour enrichir la relation, on a évoqué le fait de cultiver le don, mais aussi évoqué le fait que le don amenait le contre-don. Deuxièmement, il fallait permettre à l'autre de se révéler. On a utilisé pour cela l'outil du feedback positif. Troisièmement, on a évoqué le fait d'être authentique, c'est-à-dire d'accepter, d'accueillir ce que nous sommes et d'accepter d'être soi-même. C'est pas forcément vouloir tout dire à tout le monde et n'importe quand, mais c'est au moins rester aligné à ce que nous sommes dans toutes les sphères de notre vie. Et puis prendre soin de soi pour prendre soin des autres, eh bien c'est avoir des pensées sur soi, positive, prendre du temps de recul via la méditation, mais aussi avoir cet engagement auprès des autres. Vouloir leur bonheur, c'est aussi nous faire du bien. Alors, nous avons souhaité, à travers cette série de 4 webinaires, explorer les ressources qui nous permettent de donner du sens et de l'énergie à notre engagement professionnel. Après cette heure passée ensemble aujourd'hui et à la suite des 3 derniers épisodes, nous sommes persuadés que l'engagement repose sur plusieurs piliers. Le premier étant le fait de se sentir aligné avec soi-même en vivant quelque chose qui nous fasse vibrer. Le deuxième, donc, se sentir impliqué dans une relation à l'autre qui va nous faire avancer et va permettre de nous révéler autant que de révéler l'autre. Et enfin, le fait de se sentir investi dans un projet qui fasse sens, dans un récit commun construit et partagé par le collectif. Et nous l'avons souvent dit, mais nous le redisons, parvenir à cet épanouissement n'est pas le fruit d'une disposition innée. Hélas, ça serait chouette, mais c'est pas le cas. Cela requiert de l'énergie, un entraînement, avec des exercices réguliers que nous avons essayé d'explorer ensemble lors de ces 4 webinaires. Et donc l'engagement, c'est d'abord une décision. Cet acte volontaire suppose de lui offrir de l'espace, d'y consacrer du temps pour soi, du temps pour ouvrir un espace de parole et de confiance avec l'autre, du temps pour redessiner les contours de ce que nous voulons construire ensemble. Et pour prendre du recul, il est parfois bien plus efficace de faire appel à une tierce personne. Alors, gardons à l'esprit que dans cette aventure de l'engagement professionnel, c'est le chemin qui est enrichissant et participe à notre épanouissement, comme cela peut l'être quand on escalade une montagne. C'est l'ascension qui compte et non le sommet. Nos réflexions, nos essais-erreurs, nos progrès individuels et collectifs, quand l'équipe se fait confiance, que chacun se dévoile dans ses fragilités et ses forces, nos ajustements au quotidien pour vivre mieux, ce sont tous ces efforts qui valent, à notre sens, la peine d'être vécus et nous conduisent à mieux goûter le moment présent. Nous avons proposé lors de ces webinaires quelques outils qui nous invitent à nous saisir de notre responsabilité individuelle pour mener une existence épanouie. Car effectivement, nous disposons de nombreux leviers, comme nous l'avons vu, pour contribuer à notre bien-être, la respiration, la gratitude, la prise de recul, le dialogue, le don, le pardon, l'ikigai que nous avions aussi évoqué lors du troisième webinaire.
Nous espérons que ces leviers vous aideront à vivre pleinement votre engagement professionnel. Ils se déclinent sous de nombreuses formes et sont très puissants lorsqu'ils sont mis en œuvre au sein d'un collectif de travail. Alors, à la suite de cette série de webinaires, nous nous tenons évidemment à votre disposition pour échanger sur ces approches et vous accompagner pour vous aider à les mettre en œuvre dans vos équipes. Alors, nous avions évoqué un certain nombre d'auteurs qui nous ont nourris. Alors, je vous propose de les voir. Il y a 2 bouquins sur l'analyse transactionnelle que nous avons peu évoqués, mais faute de suffisamment de temps, mais qui sont quand même un peu des éléments un peu structurants de la compréhension de ce qui se joue. Vous savez, l'analyse transactionnelle avec le fameux enfant adulte parent. Donc, Eric Berne, qui est un des fondateurs de l'analyse transactionnelle, dans un de ses livres, Que dites-vous après avoir dit bonjour? Nous avons également un 2e livre un peu plus récent, mais qui reprend finalement ces éléments-là, l'analyse transactionnelle, une méthode révolutionnaire pour mieux se connaître et mieux communiquer. C'est René de Lassus qui l'a écrit. Ensuite, en bas, vous avez la logique de l'acouphène. Alors, j'ai un tout petit peu parlé de systémie et n'est dû évidemment que l'effleurer. La systémie est plutôt quelque chose qui se vit, donc c'était plutôt bien de ne pas le développer. Mais il y a un bouquin qui est extrêmement intéressant avec un récit sous forme de roman et ensuite des explications pour justement comprendre ce qui se joue et comment on peut arriver à faire bouger un certain nombre de situations. Voilà, et c'est 2 auteurs que je recommande puisqu'ils ont été mes coachs et m'ont formé en systémie. Ensuite, Love 2.0, pardon, ces micro-moments d'amour qui vont transformer votre vie. On vous a parlé aussi de l'altruisme, du regard sur l'autre. Il y a un certain nombre d'exercices qu'on a repris de Barbara Fredrickson, qui a écrit pas mal d'autres bouquins. Celui-là est un des plus connus, nous vous le recommandons vivement. Voilà, vous nous avez entendu parler de l'altruisme. Bien sûr, il y a un maître à penser en cela. D'ailleurs, ils sont parfois en collégial avec Christophe André et avec Alexandre Jolien. C'est Mathieu Ricard qui a écrit pas mal de bouquins sur l'altruisme, plaidoyer pour l'altruisme. C'est un gros pavé qui est sous-titré La force de la bienveillance. Et puis, donc un autre bouquin qui est La révolution du don, le management repensé à la lumière de l'anthropologie que j'ai cité, de Jean-Édouard Grézy et Alain Caillé. Vraiment, il développe complètement ce que le don permet dans l'entreprise en particulier, c'est son angle de vue. Et puis enfin, on ne peut que vous conseiller d'aller voir ce long métrage de Yann Arthus Bertrand, Human, dont on a passé un petit extrait tout à l'heure. Et je remercie aussi Sébastien pour son partage de tout à l'heure qui nous a dit que dans le même style, un film de Julien Perron existait qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous et qui est un peu construit a priori de la même manière avec une série de témoignages de personnes rencontrées dans les 4 coins du monde et qui ont leur propre définition du bonheur. Donc voilà, moi je le connais pas, mais j'aurais une grande joie de le découvrir. Alors pour ceux qui sont déjà un peu familiers de nos webinaires, on arrive maintenant à la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, maintenant à partager vos questions, vos remarques, etc. Sur le chat. Pour ceux qui doivent déjà partir, Tiffany va partager sur le chat notre questionnaire, notre sondage sur le webinaire pour savoir ce que vous en avez pensé, mais aussi pour éventuellement envisager une suite pour ça. Je sais pas si Jérôme, tu avais vu des interactions à un moment sur Je crois que le chat a été assez dense, mais Tiffen, qui est aux commandes ou aux manettes, a pu apporter un certain nombre de réponses, au moins quand elles étaient techniques. Il y avait quelque chose sur l'altruisme. Bien sûr que nous croyons à l'altruisme, à la démonstration de Mathieu Ricard et sans, comment dirais-je, sans objection, tellement il développe cette partie-là et tellement aussi ce que nous apportons comme expérience au sein de notre propre cabinet nous montre comment fonctionne cet altruisme, mais je n'en vois pas d'autres plus particulièrement que ça. Donc voilà, sauf à ce que vous en ayez des dernières. On voulait absolument ne pas aller au-delà de l'heure que nous avions évoquée. Alors quel meilleur médiateur conseillez-vous quand il y a des conflits interentreprises et qu'il n'y a pas de syndicat représentant du personnel? J'ai envie de dire, ça dépend des situations. Est-ce que le conflit, il est au niveau carrément institutionnel, auquel cas ça pose la question du management.
Est-ce que c'est entre les personnes La médiation en tant que telle, on l'a pas évoqué, enfin on l'a pas développée, répond, obéit en fait à un certain nombre d'étapes qui sont extrêmement intéressantes parce que ça permet de libérer la parole et de le faire alternativement. Chacun prend la parole. Euh, voilà, donc c'est un des outils qui est intéressant. Après, j'ai envie de dire, il y a quand même énormément de blocages qui sont liés à des situations qui se sont dégradées pour lesquelles les stratégies d'adaptation peuvent être mises en œuvre. Et moi, là, je vous conseille franchement de faire appel à un coach et notamment un systémicien qui va vous aider à comprendre comment ça se passe. La systémie, elle est aussi utile au niveau collectif et non pas simplement individuel. Voilà, donc on pourra reprendre contact si vous le souhaitez pour que je vous oriente éventuellement ou qu'on comprenne un peu mieux quelle est votre demande. Et ça, c'était Solène qui me posait la question. On vous retrouverez nos contacts si vous voulez, voilà, qu'on aille un peu plus loin. À la fin du questionnaire d'évaluation que Tiffaine fait passer, il y a effectivement nos contacts mail et téléphone. Vous pouvez aussi les retrouver sur notre site internet. Si vous voulez continuer à avoir des nouvelles de nous, on vous invite aussi à vous abonner à notre newsletter. On diffuse souvent des articles, des livres inspirants, voilà, pour continuer un petit peu sur cette lignée des webinaires. Et bien sûr, vous retrouverez le replay de ce webinaire, mais aussi des précédents, ainsi que les bibliographies sur notre site internet. Alors d'ici 24 heures, juste le temps que tout se télécharge, mais sinon vous aurez tout ça. Ici, vous n'avez pas d'autres questions. Voilà, nous avons eu effectivement un grand plaisir à animer ces webinaires. Vous avez compris qu'on les avait préparés pour essayer de vous apporter autant que nous le pouvions, en étant parfois un peu frustrés de faire des coupes parce que effectivement le cadre de ces 4 webinaires était assez large. Il touche tellement notre être intérieur qu'on peut pas se passer d'être un tout petit peu vigilant sur ce qu'on peut raconter, mais il y a également d'autres outils. On est bien sûr à votre disposition pour réfléchir ensemble aux difficultés que vous pourriez rencontrer ou en tout cas aux souhaits de faire évoluer. Nous sommes dit il y a 2 ans quand on a reconstruit un peu cette équipe au sein du cabinet, enfin en tout cas quand les nouvelles personnes sont arrivées. Donc je remercie Tiffaine, je remercie Emeline, je remercie Elodie qui sont là et Valéria. Nous sommes dit qu'il fallait que nous expérimentions nous-mêmes ce que nous avions envie de proposer. Donc ces 4 webinaires étaient en quelque sorte notre boîte à outils, notre expérience qui vous était offert comme un cadeau, en espérant que ce cadeau vous a été et vous sera utile. Merci de votre présence en tout cas. Merci beaucoup.